Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Storia Voce et vous y êtes bien. Simple question, avez-vous parlé de nous autour de vous? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous le rappelle aussi, nos podcasts sont gratuits. Afin de préserver cette gratuité, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Alors, nous enregistrons une dernière émission depuis les rendez-vous de l'Histoire de Blois 2024 et je suis très heureux de recevoir à ce micro Jean-Paul Demoule. Jean-Paul Demoule, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'archéologie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur l'archéologie. Vous venez de publier à la fois une histoire du concept d'archéologie, mais aussi et surtout un plaidoyer pour l'archéologie. Qui a peur de l'archéologie? La France face à son passé, un ouvrage paru aux belles lettres. Alors, Jean-Paul Demoule, à tort, je pensais que l'intérêt pour les monuments du passé, ce qu'on appellera plus tard le patrimoine, était en fait un fait contemporain. D'ailleurs, le mot patrimoine est un mot contemporain qu'il datait au fond de la Révolution. Or, vous expliquez dès les premières pages de votre ouvrage que cela commence à l'époque antique avec Pausanias, un voyageur, un historien et un géographe du IIe siècle après Jésus-Christ. Oui, Pausanias donc fait un célèbre voyage à travers la Grèce et décrit un certain nombre de monuments, mais en même temps il a ce passage célèbre où il dit que c'est toujours plus intéressant pour les Grecs, c'est plus intéressant chez les autres que chez soi-même, si bien que mon collègue Alain Schnapp, avec qui j'écris ce livre, a appelé ça le complexe de Pausanias, justement, parce qu'on va le retrouver en particulier en France, à différentes époques où l'archéologie, c'est toujours plus intéressant ailleurs que chez soi. Chez Pausanias, il faut donner plus d'importance à ce qui est lointain? Il le constate, c'est pas du tout ce qu'il dit. Au contraire, il regrette justement que les Grecs trouvent plus intéressant ce qui est lointain plutôt que ce qu'ils ont directement sur leurs pieds. Alors j'ai appris qu'en grec, l'entretien des monuments se dit thérapeia. Oui. C'est intéressant parce que ça annonce... Ça annonce la thérapie. Ouais, exactement. Effectivement, mais on les entretient et c'est vrai que là on commence avec la Grèce, mais qu'on a même des témoignages plus anciens en Mésopotamie, à Babylone, où Nabonide, au 7e siècle avant notre ère, le dernier roi de Babylone, retrouve par hasard les vestiges d'un temple d'Hammurabi, donc encore 1500 ans avant, il va le restaurer justement et il nous a laissé tout un texte en expliquant son enthousiasme et finalement en présentant trois des volets importants de l'archéologie, c'est-à-dire l'enthousiasme, l'intérêt, puisque beaucoup d'enfants ont envie d'être archéologues et il y a toujours l'aspect chasse au trésor. Deuxièmement, il raconte comment il va faire techniquement. Et troisièmement aussi, on voit que le passé va être utilisé aussi pour manipuler le présent, puisque Nabonide, comme ça, se rattache au grand roi Hammurabi. Il y a des lois sous Auguste, je crois que vous les mentionnez. Sous Auguste, il y a cette volonté de préserver les monuments du passé. Oui, il y a toujours cette idée. On présente même la cabane où aurait vécu Romulus, le fondateur de Rome. Donc, ces monuments du passé pour asseoir la légitimité du présent, c'est une constante de toutes les sociétés, même si elles n'ont pas le même type de monument. Et en tout cas, on le trouve bien dans le monde antique classique. Alors, il y a un nom qu'on connaît moins, parce que il fait partie de l'époque de la fin de l'Empire romain, enfin, on va dire l'Antiquité tardive, c'est Cassiodore. Oui. Cassiodore, c'était un érudit. Et lui aussi, il exprime comme une sorte de nécessité d'un compromis entre le passé et le présent. Oui, c'est effectivement ce qui va se
se produire tout le temps, puisque l'actuelle loi en France sur l'archéologie préventive de 2001 dit l'État assure la conciliation entre la préservation, la préservation, c'est-à-dire on touche à rien, la recherche scientifique, c'est-à-dire on fouille, et le développement économique et social. Donc c'est quelque chose qui a été une constante, effectivement, mais qui à chaque fois va se poser de manière plus ou moins conciliante. Ou en tant que, quand j'ai présidé l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, j'étais des fois confronté à des élus qui me disaient « Oui, mais vous occupez des morts, moi je m'occupe des vivants ». Et donc, il fallait expliquer courtoisement qu'ils ne seraient pas forcément vivants indéfiniment, mais qu'ils avaient la charge de conserver le patrimoine de tous les futurs vivants. Donc, cette conciliation qu'on trouve très bien dans ce texte, dans ce beau texte de Cassiodore, ça va être effectivement un problème constant de savoir qu'est-ce qu'on garde et pourquoi. Et effectivement, pendant la partie du Moyen-Âge, eh bien, on oublie ce passé. Les monuments romains vont devenir des fours à chaux ou des carrières de pierre. Cassiodore, c'est un personnage extrêmement important, c'est un érudit, c'est le fondateur du monastère de Viva Rome, qui devient un des centres intellectuels du Haut Moyen-Âge. Est-ce que, Jean-Paul Demoule, le christianisme va détruire les anciens temples ? Oui, bien sûr, parce que à partir du moment où, à la fin du IVe siècle, je veux dire, on a l'édit de Théodose. Constantin, au début de ce même IVe siècle, se convertit, mais il laisse encore chacun croire à ce qu'il veut. Les Romains, contrairement à la légende, étaient très tolérants et mélangeaient toutes les religions. Donc après, on a l'édit de Théodose à la fin du IVe siècle qui interdit toutes les autres religions. Le christianisme devient la seule religion. Et c'est vrai que le monothéisme est quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire du monde. D'habitude, chacun a ses dieux. Dans la guerre de Troie, les dieux sont des deux côtés. Il y a des dieux des deux côtés. Et si on perd, c'est que mes dieux n'existaient pas, c'est qu'ils étaient moins forts si je perds dans une bataille. Donc l'idée qu'il n'y a qu'un seul dieu, c'est le mien, et aucun autre n'existe, qui est un peu homothétique de l'idée nouvelle aussi d'empire, un seul homme qui a vocation à régner sur la terre entière, eh bien, on voit apparaître ça avec d'abord le monothéisme chrétien. Donc à partir de cet édit, les églises, les temples païens sont transformés en églises, ce qui permet... Donc c'est pas vraiment une destruction, c'est une transformation, une récupération. Dans un cas, oui, c'est comme ça qu'on a pu retrouver la maison carrée à Nîmes, effectivement. Mais dans beaucoup de cas, on va effectivement les détruire et les transformer en carrière de pierre. Grégoire le Grand joue un rôle plutôt conservateur. Il est plutôt Grégoire le Grand, c'est le pape à la charnière du 6e, 7e siècle. Il est plutôt dans une phase d'imitation, de récupération plutôt que destruction. En tous les cas, c'est ce que vous montrez dans votre ouvrage. Oui, effectivement, il y a toujours une hésitation d'un côté ou de l'autre, mais la récupération paraît plus raisonnable. Ça fait moins de travail, et c'est pour ça que, par exemple, quand les arabo-musulmans sortirent peu à peu d'Espagne, eh bien, certaines mosquées, comme à Séville ou à Cordoue, vont être transformées en églises, ce qui les préservera. Alors, j'ai été très étonné de voir que la première théorie des ruines, nous la devons à un archevêque, celui de Tours, qui s'appelle Hildebert de Lavardin, et ceci bien avant Pétrarque. Oui, bien sûr, effectivement, parce que il va théoriser ces vestiges qui nous ancrent dans le passé, qui nous obligent au souvenir, et qui permet de considérer effectivement le passé jusqu'à maintenant et de pas penser qu'on émerge de rien. Il est émerveillé par Rome et par ses monuments.
C'est difficile de ne pas être émerveillé à Rome, même encore aujourd'hui. Il y a des monuments partout, même si une partie avait été détruite, d'autres reconvertis en église, comme le célèbre Panthéon. Mais effectivement, on peut pas ignorer la présence de l'ensemble de ces monuments antiques. Mais je veux dire par là, la théorie des ruines qu'il développe, c'est en voyant précisément Rome. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est la papauté et le centre du monde à ce moment-là, donc c'est Rome qui est le plus représentatif, même si évidemment il y a des vestiges ailleurs. De quand datent les premières fouilles véritablement ? Pendant à la Renaissance, quand on commence à s'intéresser de nouveau à l'Antiquité, à voir l'Antiquité, on peut parler de fouilles préventives parce que ça va être des découvertes à la faveur des travaux. Par exemple, on va retrouver le très célèbre groupe du Laocoon, c'était ce prêtre troyen qui voulait empêcher les Troyens de faire rentrer le cheval de Troie, et donc un monstre l'étouffe avec ses deux fils. Raphaël va s'en occuper, et donc ça fait partie des découvertes marquantes. Donc les antiquités sortent d'un peu partout et se constituent les premiers musées, d'abord privés des princes de l'Église ou des grands nobles. Mais la première fouille vraiment faite volontairement, c'est celle de Pompéi, au début du XVIIIe siècle. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de fouilles organisées, même si on peut citer des textes de découverte. Effectivement, il y a une controverse pour savoir si tel personnage est bien enterré là, et donc on va organiser une fouille. Mais plus là, c'est un problème d'identification d'individus. C'est pas de la fouille d'un site entier comme ça va être le cas pour Pompéi. Évidemment, la question archéologique va de pair avec les sciences historiques. À partir de quand, véritablement, on va estimer que les pierres, que les tombeaux font aussi partie de l'enquête historique ? C'est très variable. C'est variable selon les pays. Selon les pays, et notamment en France, il va y avoir toujours une primauté de l'écrit. L'écrit est plus important. Encore jusque dans les années 50-60, on enseignait que l'archéologie, 1900 du XXe siècle, on enseignait que l'archéologie était une discipline auxiliaire de l'histoire, ce qui veut dire que ce qui compte, c'est les textes. Par exemple, Pausanias nous a décrit tel et tel monument, et donc l'archéologie n'est là que pour illustrer ce que les textes ont établi. Dans un des amphithéâtres de la Sorbonne, il y a une célèbre fresque qui s'appelle « La Grèce se dévoile à l'archéologie ». Donc ça donne un effet de réalité, mais l'explication est dans les textes. Mais évidemment, il y a des endroits où on n'avait pas de texte et pas beaucoup de monuments. Ça va être le cas justement de tout le nord de l'Europe. Et là, du coup, on va beaucoup plus s'intéresser aux monuments. Et la Suède, par exemple, dès le XVIIIe siècle, entreprend de cartographier les sites archéologiques, de créer un embryon de service archéologique qu'on aura en France que dans les années 1960. Mais même bien avant même le XVIIIe siècle, vous montrez par exemple un personnage comme l'érudit arabe Al-Idrissi. Oui. Il a une phrase magnifique, il dit « Les pierres ont une âme ». Oui, bien sûr. Mais, là encore, mon collègue Alain Schnapp, qui a créé une somme sur les ruines et qui a fait l'an dernier une très belle exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon, a montré que chaque peuple est effectivement hanté par les ruines, même si c'est
ça va être d'une manière ou d'une autre, comme par exemple en Chine ou au Japon, où une grande partie des monuments sont en bois, le rapport à la ruine va être très différent, mais que sinon, on va trouver dans la plupart des civilisations qui nous ont laissé des traces écrites, on va retrouver cette présence de la ruine concrètement en pierre. Est-ce que, parce que en fait depuis le XVIIIe siècle, le fameux voyage de Napoléon en Égypte, il y a cet orientalisme, cet intérêt pour l'Égypte, mais aussi le Moyen-Orient de manière générale. Est-ce que cet amour, cet orientalisme apparaît bien avant en fait. Est-ce que l'Égypte, dans la représentation des gens de l'époque médiévale, de la fin de l'époque médiévale ou même de la Renaissance, le fait qu'il y ait des ruines qui soient liées à la vie du Christ ou bien tout simplement les pyramides, est-ce que cela suscite une forme d'intérêt en Occident ou ça sera vraiment un intérêt contemporain ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gens, évidemment, qui voyagent, même s'il va y avoir pendant 2 siècles, à la suite des croisades, les États latins d'Orient. Donc, il va y avoir une présence européenne en Orient pour au moins 2 siècles, qui vont essayer, effectivement, d'interpréter à travers la Bible, où les pyramides seront considérées comme les greniers, les grands greniers mentionnés dans la Bible. Et donc, ça précède effectivement l'expédition d'Égypte de Bonaparte de plusieurs siècles. Mais cette question, là, quand les croisades sont faites pour délivrer le tombeau du Christ, qui est un monument effectivement en pierre, mais qui n'est pas un tombeau, puisque par définition, le Christ est ressuscité, donc il n'est pas là. Mais c'est quand même... et il y a ce besoin d'aller là, matériellement, où il est supposé avoir été enterré, du moins mis au tombeau pendant 3 jours. La Renaissance, vous l'avez dit, joue un rôle important. Quand est-ce qu'apparaît le mot antiquaire ? Parce que le mot archéologie, on verra plus tard, mais le mot antique... En fait, l'archéologue était désigné comme ce qu'on appelle un antiquaire. Quand est-ce que ce mot apparaît et se développe ? Il se développe réellement à partir de la Renaissance. Effectivement, c'est pas l'antiquaire qui vend des vieilleries, c'est celui qui s'intéresse à l'Antiquité, à ce qui est antique. Donc c'est à partir de la Renaissance qu'on va avoir un certain nombre de grands érudits qu'on peut définir comme des antiquaires. Mais qui est plus un intérêt effectivement de la description des objets, mais pas encore ou exceptionnellement de fouilles d'impact dans le sol volontaire et organisé. Et est-ce que ces descriptions d'objets relèvent d'une forme de discipline savante qui se met en place ? Oui, bien sûr, mais en même temps que toutes les autres sciences, c'est-à-dire qu'on peut définir la Renaissance comme une période de collecte de toutes sortes d'objets. On sort du Moyen-Âge, donc jusque-là, la Bible explique tout, et on peut au mieux admirer l'œuvre du Créateur, mais à partir du moment où on va commencer à se poser des questions, dans une première phase, on va accumuler, vont se constituer ce qu'on appelle les cabinets de curiosité d'antique, donc de tous les grands érudits, les princes de l'Église, les grands aristocrates, les monarques, etc. On va accumuler des choses qui nous paraissent évidemment disparates, qui sont à la fois effectivement des antiquités archéologiques, mais aussi géologiques, des fossiles, etc., qu'on ne sait pas encore très bien interpréter, des restes zoologiques aussi, mais aussi ethnographiques, avec l'extension de la colonisation européenne vers les Amériques et vers l'Afrique. Donc on accumule. Et à partir du XVIIe, XVIIIe, on va commencer effectivement à essayer de classer, à mettre de l'ordre dans l'ensemble de ces objets. Et c'est là que vont se constituer les sciences au sens moderne. Et donc l'archéologie va en faire partie. En 1584, c'est la création d'un amphithéâtre d'antiquaire à la demande d'un certain Raphaël, une demande à la papauté. Donc c'est le pape qui crée cet office d'antiquaire. Et étrangement, la France est en retard sur le sujet. Est-ce que les rois de France n'étaient
pas eux-mêmes collectionneurs ? Oui, ils sont collectionneurs, mais et c'est ce qui deviendra le musée du Louvre quand il sera nationalisé. Ils sont collectionneurs, de même qu'un certain nombre d'aristocrates sont collectionneurs, mais c'est vrai qu'en France plus particulièrement, il y a cette primauté de l'écrit sur le reste. Même si, à partir de l'Académie française, on va créer une seconde académie, au début très restreinte, et puis qui va grossir, qui est l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais comme son nom l'indique, ce qui intéresse, c'est les inscriptions, même si elles sont gravées dans la pierre, c'est-à-dire que c'est des objets matériels, mais on va s'intéresser à ce qui est écrit dessus. C'est ça qui porte vraiment témoignage, c'est pas l'objet matériel. Alors vous montrez dans votre ouvrage, puisqu'encore une fois votre ouvrage est consacré à la France principalement, vous montrez dans votre ouvrage des visionnaires comme Anne de Montmorency, compagnon de François Ier, ou bien Roger de Guénière, donc ces personnages qui ont vécu enfin Roger de Guénière a vécu au XVIIe, XVIIIe siècle, mais à chaque fois on a l'impression d'une sorte de coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des intentions, mais ce n'est pas suivi, ce n'est pas en quelque sorte l'État ne suit pas dans ces démarches qui visent à préserver le passé et mettre en valeur les objets et les terres du passé. Oui, ça va être tout à fait caractéristique de ce syndrome de Pausanias qui va hanter effectivement le rapport de la France et de l'archéologie pratiquement jusqu'à nos jours. Le texte de Montmorency est tout à fait intéressant parce que ça porte sur la ville de Nîmes et il dit, comme justement c'était une des grandes villes romaines, ou même encore maintenant on a beaucoup de vestiges, évidemment les arènes, mais tout le système de fontaines, la Tourmagne, etc. On ne pouvait pas les ignorer. Et Montmorency, en tant que gouverneur, fait une circulaire justement de protection des monuments. Mais ça reste, comme vous le dites, un coup d'épée dans l'eau et ça reste très localisé. Et on va pouvoir faire la liste à chaque fois d'initiatives de personnages un peu plus hardis que les autres qui proposent des mesures de protection mais qui resteront sans lendemain. Vous parlez d'une éthique du passé. Qu'entendez-vous par ce mot d'éthique du passé ? Est-ce que cela signifie qu'il faut, quand on trouve des objets ou des vieilles pierres, eh bien on doit les préserver, les garder tels qu'ils sont ? En principe, oui, même si effectivement au XVIIIe siècle, on va inventer même des ruines dans la période pré-romantique pour décorer les parcs. On va faire des fausses ruines, des faux temples, etc. Mais globalement, effectivement, l'éthique, c'est que si on veut pouvoir à la fois étudier ces vestiges, comprendre leur signification historique, mais aussi d'une certaine manière identitaire pour la communauté qui vit là, mais aussi les transmettre aux générations futures, on est bien effectivement dans un rapport moral au passé. Alors venons-en à la Révolution, c'est un événement bien évidemment paradoxal puisqu'à la fois elle invente le terme de vandalisme et par ailleurs, eh bien, un certain abbé Grégoire, lui, est à l'initiative d'un vaste mouvement. Oui, c'est l'abbé Grégoire qui va utiliser ce terme de vandalisme par référence aux Vandales, de même qu'à la Renaissance, on avait qualifié de gothique par rapport au Goths, cet art médiéval qui déplaisait, qui était trop, surtout le gothique flamboyant, par rapport au retour à l'Antiquité, justement, de l'architecture de la Renaissance, aux lignes épurées et aux lignes droites. Et donc, effectivement, pendant la Révolution, il va y avoir un certain nombre de destructions, des fois des destructions intéressées quand ceux qui achètent les biens nationaux vont vendre les pierres de telle église ou de tel château, mais aussi évidemment des destructions pour abolir le passé, comme on va vandaliser les sépultures des rois à Saint-Denis. Donc c'est effectivement une destruction du passé, et la Révolution justement
prétend recommencer avec l'an 1 à partir du jour de la chute de la monarchie. Ça va durer ces années révolutionnaires avec un calendrier révolutionnaire destiné donc à abolir même le temps passé. Le temps chrétien. Le temps chrétien. Mais en même temps, il va y avoir cet intérêt pour le passé, création d'un musée, enquête lancée par Le Noir, qui propose d'inventorier tous les monuments justement passés de par le territoire français, avec cette remarque tout à fait intéressante où il dit on s'occupera pas des monuments romains parce que en gros c'est des envahisseurs, donc ils n'appartiennent pas au passé de nos pères, donc c'est la référence avec les Gaulois et la suite, mais pas les Romains. Quelles sont les motivations de l'abbé Grégoire? C'est véritablement un sentiment une volonté de préserver tout ce qui peut l'être, tout ce qui représente le temps passé? Oui, bien sûr. C'est essayer de... C'est pas je veux dire, est-ce que c'est un sentiment purement chrétien, ou bien c'est l'émergence d'une véritable conscience historique et de la nécessité de faire face à ce vandalisme révolutionnaire? Oui. On peut appeler ça même une conscience nationale. C'est pas un anachronisme, parce que c'est avec la Révolution française que l'idée de nation se forge réellement, c'est-à-dire un ensemble de citoyens unis par un même dessein, puisque jusque-là, on a simplement des royaumes. Les rois sont de droit divin. Donc c'est Dieu qui les a voulus, il y a pas de problème, et ils vont agrandir ou diminuer leur royaume à la faveur des guerres, des mariages, etc. Puis dedans, il y a des sujets qui n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Cette idée de nation et de citoyen, elle apparaît vraiment avec la Révolution française. Donc l'idée d'État-nation de cette époque est commencée sur les 200 nations actuellement reconnues, ou 200 ou à peu près environ reconnues à l'ONU. Beaucoup sont encore plus récentes, donc ça s'enracine à ce moment-là. Et l'abbé Grégoire, justement, est un des symptômes que maintenant... c'est plus seulement de la curiosité, c'est plus seulement pas seulement le passé chrétien, c'est cette idée de la préservation de la mémoire nationale. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que justement il y a cette mémoire nationale, mais parallèlement se développe toute une histoire locale, l'importance de la ville, de la région, et cette perception entre un peu en compétition avec l'histoire nationale. Oui, bien sûr, puisque... Au 19e siècle. Oui, bien sûr. Mais même la Révolution a besoin de dire que la République est une et indivisible, puisqu'il faut se rappeler que c'est seulement à partir du XXe siècle, et encore que tout le monde parle le français standard. La génération qui est en train de disparaître dans beaucoup de régions, le français standard n'était pas du tout leur langue maternelle. Donc la France est encore une mosaïque de traditions culturelles diverses, et où où les notables donc vont prendre en charge le passé local, surtout devant un certain désintérêt à l'échelle nationale. Donc c'est là que vont se former un peu partout les sociétés savantes. Bon, il y avait déjà des académies locales à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, mais là il y a un vaste mouvement des sociétés savantes et de notables qui veulent prendre en charge, qui à leurs frais vont commencer à sauvegarder et même entreprendre des fouilles. Et ça va durer jusque dans les années 1970, où l'essentiel encore des fouilles vont être menées par des archéologues amateurs, c'est-à-dire des gens qui, en partie à leurs frais, vont faire ces fouilles dans telle ou telle région. C'est au 19e siècle qu'apparaît le terme d'archéologie.
Oui, vraiment, c'est à partir de là qu'on va basculer d'antiquaire vers archéologue, même si c'est encore au début du 19e siècle, on fonde la Société des antiquaires de France, hein, qui existe toujours, hein, mais ça va être petit à petit remplacé par le terme archéologie au fur et à mesure qu'on va commencer aussi à creuser. Alors vous évoquiez tout à l'heure l'Académie des inscriptions, oui, et des belles-lettres. Il y a tout un mouvement scientifique au 19e siècle. Est-ce qu'on définit l'archéologie comme une science, et plus que cela, est-ce qu'on a conscience que cette science est au carrefour de plusieurs disciplines que sont l'histoire, la géographie, etc.? C'est-à-dire qu'en plus, il y a deux traditions différentes, et pratiquement jusqu'à nos jours. Il y a la tradition de l'archéologie classique, justement, gréco-romaine, et c'est celle qu'on va retrouver au musée du Louvre, puisque le paradoxe du musée du Louvre, c'est que c'est un grand musée national, mais où tous les objets viennent de Grèce, d'Italie ou d'Orient. Donc c'est une tradition classique qui elle-même, effectivement, est solidement assise sur les textes, et c'est cette tradition-là qui va définir l'archéologie comme science auxiliaire de l'histoire, qui fait dès 1846, on fonde à Athènes l'école française d'Athènes, qui est quasiment le plus vieil institut archéologique du monde, et donc, mais avec effectivement la volonté de retrouver les monuments du passé, de dégager, comme à Delphes, à Délos, à Olympie, dans le cas des Allemands, dégager les monuments anciens bien connus par les textes et de les restaurer, de les mettre en valeur. Et puis d'un autre côté, et quasiment sans lien, il y a l'archéologie qui n'a pas de texte, c'est-à-dire préhistorique et proto-historique, qui va être pendant longtemps plutôt pratiquée par des amateurs, qui n'a pas de référence avec les textes et qui va être obligée, elle, de recourir à des méthodes beaucoup plus fines, de fouilles et d'études beaucoup plus fines. Quand est-ce qu'apparaissent les premières institutions qui professionnalisent le secteur, au fond, les sciences archéologiques? Pour l'archéologie... En France. Oui, en France. Pour l'archéologie classique, ça va être effectivement l'université et puis les grandes écoles à l'étranger, Athènes, un peu plus tard Rome, le Caire, et puis encore plus tard la Cala de Velázquez à Madrid, et puis l'école française d'Extrême-Orient. Donc là, elle s'appuie sur l'université, le Collège de France, etc. Donc, ce côté-là est professionnel. Mais c'est l'archéologie, finalement, hors de France. C'est les traditions, les vraies racines culturelles des élites françaises, donc l'Orient, la Grèce et Rome. La fouille sur le territoire métropolitain, comme je disais à l'instant, elle est laissée aux amateurs, parce que finalement, les Gaulois sont vaincus, et même quand ils se transforment en gallo-romains, ils sont vaincus par les Francs, et les Francs eux-mêmes vont disparaître culturellement, puisqu'on parle français, mais c'est une langue romane, etc. Donc il y a une espèce de mépris ou de désintérêt pour ce qui se passe sur le sol métropolitain, qui, comme je disais à l'instant, n'est pas du tout au centre de la capitale, mais il faut aller au musée de Saint-Germain-en-Laye, fondé par Napoléon III dans les années 1860, pour essayer justement d'asseoir un peu le sentiment national sur quelque chose, sur les Gaulois. Il fait fouiller Alésia, il élève un grand monument à Vercingétorix, à Alésia même, etc. Napoléon III, c'est notre chef d'État le plus archéologue de l'histoire de France ? Ancien, puisque après François Mitterrand va lancer les fouilles à Bibracte, la capitale des Édouins, au point de même songer de s'y faire enterrer. Et Jacques Chirac aussi aura un certain intérêt pour l'archéologie. J'ai eu son épouse comme étudiante, d'ailleurs, dans les années 70. Mais
Et sinon, avant, c'est effectivement Napoléon III, parce qu'il rédige une histoire de Jules César, donc il veut l'illustrer. Donc, a été créée la commission de topographie des Gaules, donc une association de savants chargés d'identifier les différents sites dont parle César et d'y faire des fouilles. Et donc, il va se concentrer, il va mettre l'accent sur Alésia, qui va être fouillé par un militaire, Stoffel, où on va retrouver effectivement toute la description du siège de César. Et donc, effectivement, il s'y intéresse beaucoup. Et le troisième volume, d'ailleurs, sera écrit par Stoffel, puisque après la défaite de Sedan, Napoléon III part en exil et puis meurt peu de temps après. Aujourd'hui, vous évoquiez tout à l'heure l'INRAP. Oui. Quand est-ce qu'a été fondée l'INRAP ? 2002, donc c'est très récent. 150 ans après l'école française d'Athènes. Oui, parce que plusieurs fois, dans les années 1880, puis ensuite en 1910, il y a des projets de législation archéologique. Mais paradoxalement, les sociétés savantes d'archéologues amateurs n'en veulent pas, parce qu'ils l'interprètent comme une espèce de frein de contrôle de l'État contre la liberté de la recherche. Donc ils empêchent. Donc c'est repris sous le Front populaire en s'inspirant des lois italiennes et de la conférence du Caire sur ces questions dans les années 1930. Et c'est seulement en 1941 que il y a une loi entre guillemets, c'est un décret puisqu'il n'y a plus de parlement, poussé par l'archéologue et historien Jérôme Carcopino, qui est en même temps le ministre de l'Éducation nationale, qui à partir de 41 soumet toute fouille à autorisation. Mais il faudra attendre André Malraux, le ministère et la création d'un ministère de la Culture à la fin des années 1960 pour qu'il y ait réellement une administration de l'archéologie. Et donc aujourd'hui, l'INRAP, quel est son champ d'activité ? Bien, c'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive. On disait avant archéologie de sauvetage. L'archéologie de sauvetage, c'est quand les archéologues courent derrière les bulldozers pour ramasser ce qui reste. Et l'archéologie préventive, c'est quand théoriquement les bulldozers attendent poliment que les archéologues fassent leur travail, puissent faire leur travail. Donc il faut attendre 2001 pour qu'il y ait une loi à laquelle j'ai participé qui oblige les aménageurs économiques à payer pour les fouilles, comme ça se fait dans tous les pays du monde, et qui crée en même temps l'INRAP, qui est créé lui-même en 2002, pour faire ces fouilles préventives. Dans un premier temps, il a le monopole, parce qu'on considère que la recherche, c'est pas une activité commerciale, et puis à la suite d'un changement de majorité parlementaire, on introduit l'idée d'une concurrence pour la réalisation des fouilles. Parce que, sans rentrer trop dans les détails techniques, l'archéologie préventive se fait en 2 étapes. S'il y a un projet d'aménagement, c'est beaucoup en France, c'est 500 km² par an. C'est la surface d'un département tous les 8 ans à peu près. Donc, il faut. Donc, si les services du ministère de la Culture en région, ce qu'on appelle les services régionaux de l'archéologie, mais qui sont nationaux, qui dépendent du ministère de la Culture, pas d'administration régionale, considère qu'il y a présomption de site, il demande à des services qui doivent être des services publics pour qu'il n'y ait pas des entreprises privées spécialisées dans le fait de jamais rien trouver, comme ça existe dans d'autres pays. Donc il demande soit l'INRAP, soit des services archéologiques de collectivité, il y en a une 60aine à peu près, villes, départements, communautés de communes, de faire des sondages préalables sur à peu près 10% de la surface. Cela dit, ça ne concerne
concerne que entre un quart et la moitié des aménagements, faute de moyens suffisants. Et à partir de là, si effectivement les sondages préalables ont montré qu'il y avait quelque chose, il y a 4 possibilités, il n'y avait rien, tout le monde est content, il y avait une chose tellement importante qu'on ne peut pas y toucher, ça arrive 2-3 fois par an, et il y a quelque chose mais c'est pas très important, donc on le relève et on en reste au stade des sondages, et dans certains cas, dans un quart de ce quart à peu près, c'est-à-dire 4%, en gros, on fait de véritables fouilles, et ces fouilles, elles, peuvent être mises en concurrence entre l'INRAP, les services de collectivité et quelques entreprises privées, et l'INRAP fait un peu plus de la moitié, et les services de collectivité un tiers, et la dizaine d'entreprises privées un quart. Alors, on était beaucoup à regretter un peu cette situation, parce que la concurrence, c'est très bien quand on veut acheter une voiture, un ordinateur, on met en concurrence, on cherche le meilleur rapport coût-profit, mais l'aménageur économique, son but, c'est pas la meilleure archéologie possible, c'est juste qu'on déblaye son terrain le plus vite possible. Donc ça a entraîné un peu une guerre des prix qui a été un peu dommageable, mais enfin, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, parce que le premier réseau autoroutier a été fait où les premières lignes de TGV ont été faites sans aucune fouille du tout. Or maintenant, on sait que sur un tracé linéaire, une autoroute ou une ligne de TGV, on trouve un site important tous les kilomètres à peu près. Donc il y a des centaines de sites qui sont partis dans les bennes des bulldozers pendant les 30 Glorieuses. Mais, alors, il y a cette volonté, mais malgré tout, votre livre, écrit avec Alain Schnapp, s'intitule « Qui a peur de l'archéologie ? La France face à son passé ». Il n'y a pas assez de moyens pour fouiller dans ce passé ? Oui, parce qu'il y a toujours une espèce de mépris de longue date, effectivement, pour ce passé qui est le passé des Gaulois vaincus, des Gallo-Romains vaincus, des Francs disparus. C'est toujours plus beau ailleurs. Dans mon métier d'archéologue préventif, j'ai des fois eu la réflexion, mais quand même, vous me demandez de payer pour ça, mais c'est pas la tombe de Toutankhamon, c'est pas Néfertiti, etc. Il y a une espèce de valorise. L'archéologie, c'est bien, mais chez les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle le syndrome NIMBY en anglais. Et donc, on a beaucoup progressé, parce que l'INRAP a fait un énorme, depuis 22 ans qu'elle existe, a fait un énorme effort de popularisation de l'archéologie. Il y a des journées européennes de l'archéologie, un week-end de juin, avec à peu près 200 000 visiteurs sur les différents chantiers, portes ouvertes, etc. Donc ça a beaucoup évolué, mais de temps en temps, on a comme ça de nouveau des contestations. La ministre de la Culture, en janvier dernier, a dit que quand même, fallait pas trop faire d'archéologie, qu'il fallait pas faire des trous, pour le plaisir d'en faire un trou, ce qui a provoqué une tribune dans le journal Le Monde, à laquelle j'ai participé, de collègues, pour essayer de remettre les choses au point, rappeler que l'archéologie, en général, c'est 1 ou 2% du coût d'un aménagement qui, de toute façon, est répercuté sur les clients. Donc, et contient toujours les délais. Où un député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a exigé en début d'année et obtenu l'annulation d'un décret sur tous les travaux par rapport à tous les travaux d'aménagement des vallées qui ont été ravagées au début en 2002. Et il devait y avoir des sondages archéologiques, et il a obtenu du préfet, puisque c'est les préfets à chaque fois qui décident en dernière analyse, même si c'est présenté par le service archéologique du CRU. Il a réussi à annuler, c'est dans la vallée de la Vésubie, donc d'annuler ce décret. Donc si vous voulez, c'est toujours quand même... c'est jamais complètement parti. Il y a des côtés positifs.
Par exemple, d'un point de vue lexical, maintenant on dit beaucoup plus souvent faire l'archéologie de, pour dire faire l'histoire de, que avant. Et en plus, c'est un peu en décalage avec le public, parce que le public se passionne justement pour l'archéologie. Mais pour prendre un autre exemple, on n'a toujours pas une grande émission archéologique régulière à la télévision. Il passe des documentaires bien faits, mais en général plutôt sur Arte ou sur la 5, alors que dans d'autres pays comme en Angleterre, dans les pays scandinaves, au Japon, on a des émissions beaucoup plus étoffées, beaucoup plus régulières et qui passionnent le public. Et là, il y a une espèce de paresse intellectuelle des responsables de chaînes qui renvoie un peu au public une sorte de mépris en pensant que le public ne s'intéresse qu'aux jeux ou au talk show, alors que on peut mesurer en tant qu'archéologue que ça passionne les gens, surtout dans des moments un peu indécis comme maintenant, où justement, et c'est pas un hasard si ça a démarré, l'intérêt pour l'archéologie préventive a démarré dans les années 70, c'est au moment des débuts de la crise économique, chômage, etc. Les gens se réfléchissent beaucoup plus pour savoir d'où on vient, comment on est arrivé là, etc. Alors que tant qu'on est dans la joie de la reconstruction et des 30 glorieuses, on est beaucoup moins attentif au passé. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Demoule d'être venu à notre micro. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez coécrit avec Alain Schnapp, Qui a peur de l'archéologie, la France face à son passé, paru chez Belles Lettres. Et vous avez aussi contribué au livre à la grosse histoire de l'Europe, le tome 1, Origines et héritages de la préhistoire au 5e siècle, paru chez Passé Composé, un ouvrage dirigé par Violaine Sébillotte-Cuchet, que nous avons reçu il y a plusieurs jours au rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Encore une fois, n'hésitez pas à parler de nous, n'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré, acheter le dernier numéro d'Histoire et Civilisation, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.